Bien, bonsoir à tout le monde. On va commencer notre séance. On reçoit ce soir Laurent Théry. C'est pas un inconnu ici, encore moins pour le Conseil de développement, puisque c'est lui qui a contribué à la création de ce qui s'appelait en 1996 la conférence consultative d'agglomération. Euh, avec Jean-Joseph Régent à sa tête. Et on a un grand souvenir de cette époque. Enfin, moi, j'étais pas dans la situation où je suis aujourd'hui, mais parce que le premier travail qui avait été demandé à la conférence consultative d'agglomération, c'était de donner un avis sur ce qui s'appelait le projet 2005, projet d'agglomération. Alors on l'accueille ce soir pour parler des métropoles en général, pas simplement celle de Nantes. C'est un sujet qu'il connaît, puisque après avoir mis en place en 2001 la métropole nantaise, Laurent Théry a été directeur de la Samoa, euh, bien connue à Nantes, puis du projet Euralille, et enfin il a été nommé préfet par le gouvernement en 2012 pour mettre en place la métropole d'Aix-Marseille, ce qui apparemment n'a pas été une mince affaire. À ce CV bien fourni, il faut ajouter le Grand Prix de l'urbanisme reçu en 2010, excusez du peu. C'est un retraité récent et il a retrouvé aujourd'hui une certaine liberté d'expression et c'est pour ça qu'on l'a sollicité. Au-delà de son expérience et de son savoir-faire technique, Laurent a développé une pensée intéressante sur la métropolisation et nous l'avons invité ce soir pour faire suite aux travaux du groupe animé par Michel Gélard et Jean-Yves Fayère sur la citoyenneté métropolitaine. On va lui donner l'occasion d'évoquer ses expériences métropolitaines et les enseignements qu'il a pu en tirer. Je vais laisser mes collègues lui poser leurs questions à ce sujet-là, mais je vais quand même ouvrir la séance en posant une première qui sera un peu personnelle. Dans quel état revient-on après 5 ans comme préfet à Marseille ? Merci Philippe. Bonjour à tous. Et je suis très content d'être revenu à Nantes et d'être parmi vous pour évoquer cette expérience. D'ailleurs, juste je complète avant de répondre à ta question parce que pour moi c'est assez important. J'ai fait ce trajet, ce parcours entre Nantes, Lille et Marseille. Et j'ai commencé à Saint-Nazaire, le parcours ici. Et pour moi, de ce parcours à Saint-Nazaire, qui a été l'occasion de rencontrer Nantes, de travailler sur la métropolisation à Nantes, il y a des traces qui sont extrêmement importantes dans ce que je pense et dans mon histoire de ce qui s'est fabriqué à Saint-Nazaire. Mais nous aurons peut-être l'occasion d'en parler dans le débat. Alors comment revient-on à Marseille ? Je ne sais pas en général, mais moi en mauvais état. J'étais totalement out, enfin totalement out. Comment dire ? J'étais content. Non pas de partir, parce que c'est toujours difficile de partir. Mais j'étais content parce que le résultat était là. La métropole a été créée. Elle a été créée dans les conditions que nous avions proposées. Alors le nous est très large, parce que une métropole, ça se crée avec des lois, avec un gouvernement, avec évidemment des ministres, avec des élus. Et c'est toujours dans ce cadre-là que j'ai travaillé auprès des élus, de toutes sortes. Mais voilà, donc cette métropole s'est construite. Elle existe, en mauvais état déjà. Mais là, peu importe, je dirais, au moins le fait générateur est accompli. Maintenant, il faudra que l'histoire passe pour trouver des périodes plus favorables à son développement et au projet de développement de cette métropole qui, pour le moment, n'en a guère. Voilà. Moi, je suis revenu extrêmement fatigué, nerveusement fatigué de ces 4 ans passés à Marseille, parce que ça a été 4 ans de conflit, d'opposition, dans des termes souvent excessifs, dans lequel on... Enfin, dans mon équipe, j'avais une mission, donc j'avais une quinzaine de personnes avec moi, et on avait l'habitude de se dire, bon, le matin on pleure et l'après-midi on sourit. Parce que il y avait toujours la presse et la façon dont les élus s'exprimaient de façon extrêmement hard à notre égard. Mais après, dans la journée, on rencontrait des acteurs de cette métropole
qui appartenaient soit à l'administration, mais aussi et beaucoup, je vous en reparlerai, à la société civile dans toutes ses facettes. Et là, nous avions des rapports extrêmement intéressants, constructifs. Et donc voilà, donc on avait toujours cette ambivalence de la dépression et de l'optimisme. Qui se lance? Michel, vous avez un micro, et Jean-Yves? Je sais pas si- oui, je voulais avoir votre avis sur ce qui me semble être en ce moment un double mouvement très contradictoire. À la fois un mouvement historique, on voit bien, de développement des métropoles, hein, de leur développement inéluctable d'une certaine façon, et en même temps un mouvement contradictoire, au fond, de résistance, hein, de la part d'un certain nombre de communes qui ont peur de se faire absorber, de perdre leur terrain, au fond, d'action et de décision. Donc comment est-ce que vous voyez la possibilité d'articuler ces deux mouvements, au fond, un peu contradictoires, d'autant plus que ces résistances, on a l'impression qu'elles s'accentuent, hein, dans ce moment. Ce double mouvement de métropolisation et d'opposition. D'abord, la métropolisation, elle existe. C'est un fait. Comment dire? Il ne faut pas qu'on parle de la métropolisation comme d'un futur. Nous sommes dans un processus de métropolisation sociétale qui nous dépasse très largement, qui va bien au-delà des institutions. Et donc, de toute façon, il faut faire avec. Le sujet, c'est pas faut-il faire métropole. Le problème, c'est comment agit-on dans un processus mondial de métropolisation. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la première partie de votre question. Après, on peut développer ça très longuement. Mais qui suscite aussi des oppositions. Vous savez, à Nantes, quand on a créé la communauté urbaine, avant la métropole, et tous les maires étaient opposés à la métropole, à la communauté urbaine. Ils n'en voulaient pas. Comment est-ce que c'est pas par l'adhésion des maires que s'est construit la communauté urbaine à l'époque? C'est par la volonté du gouvernement et par le fait que ça a été la loi Chevènement qui a permis de faire passer le district au stade de communauté urbaine par un petit artifice législatif quand même, et qui fait que les élus n'ont pas eu à se prononcer de fait sur sa création. Parce que pendant des années, quand j'étais directeur du district, nous avions comme sujet, évidemment, Philippe a parlé du projet 2005, hein, on essayait déjà de s'articuler sur, ayons une vision de ce qu'on veut faire pour ensuite regarder avec comment on le fait. Nous avons fait ce travail, mais en même temps, on essayait de faire évoluer le district, de faire évoluer les compétences du district. Alors, je pense que, je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent se souvenir de ça, mais on écrivait des compétences, Gabriel doit s'en souvenir, on écrivait des compétences, oui, mais dans l'écriture des compétences, on finissait par écrire des choses qui n'avaient aucun sens. Parce qu'il y avait une virgule qui était demandée par un élu, par le fait qu'il fallait rajouter un petit corps de phrase là, et finalement, on faisait des consensus sur des énoncés de compétences qui n'étaient pas en français, qui ne voulaient plus rien dire. Bon. Alors, attendez, mon propos n'est pas un propos d'opposition ou de vindicte face aux élus, hein. Ne vous trompez pas, je suis profondément attaché à notre dispositif républicain, démocratique, et je pense que les élus ont un rôle indispensable et que de toute façon, au final, ils doivent toujours être placés en situation d'autorité, de décision sur ce qu'ils font. Mais il n'empêche que l'histoire est difficile, et l'intercommunalité est en France un processus qui est extrêmement difficile depuis très longtemps, hein. Il a toujours été d'une extrême difficulté parce que les élus, parce que les communes, parce que les maires, parce que notre attache historique à cette organisation des anciennes paroisses fait que faire évoluer ce système est extrêmement difficile, extrêmement oppositionnel. Voilà. Mais est-ce qu'il y a plus d'opposition aujourd'hui face à la métropole qu'il y en avait à l'époque face à l'intercommunalité? Je ne pense pas, hein.
c'est que les habitants s'en mêlent. Oui, Alors qu'à l'époque, on était plutôt effectivement sur une opposition éventuelle des élus. Il me semble que là, alors, citoyens, habitants, peu importe, commencent effectivement à s'emparer aussi de cette question. Voilà, c'est peut-être une des différences avec les éléments. Voilà. Enfin, moi, j'ai vécu le contraire. Hein. Mais je ne dis pas, j'ai vécu une expérience à Marseille dans laquelle ceux qui ont été les soutiens de la création de la métropole, eh ben, ce sont des citoyens, des acteurs du territoire. Ce n'étaient pas les élus. Hein. Donc, je ne sais pas. Moi, si vous évoquez des dispositifs oppositionnels de type Notre-Dame-des-Landes, ou dans cette logique d'opposition, là, il y en aura sûrement. Hein. Parce que, bon, mais ce courant politique existe. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous voulez parler, non. Mais bon, des citoyens, moi, j'ai jamais vu des citoyens très passionnés par les questions institutionnelles. Hein. C'est pour ça qu'on peut plus facilement, avec les citoyens, discuter des projets, des actions, des sujets sur lesquels il faut travailler, plutôt que des formes institutionnelles. Il y avait eu des élus qui s'étaient opposés à la création de la communauté urbaine, enfin qui auraient voulu s'opposer à la création de la communauté urbaine. Et donc, il avait été organisé avec les maires de l'agglo des réunions préalables à cette décision. Et je me souviens très bien d'une réunion à laquelle je participais à Rezé, où le sujet était débattu. Donc il y avait, je ne sais pas, quelques dizaines de personnes qui étaient venues le soir. Mais au bout d'une heure de débat, la salle a commencé à se vider. Et ceux qui sont partis, ce sont les citoyens ordinaires. Et ceux qui sont restés, ben, c'est ceux qui avaient déjà des services, des syndicats, qui avaient un rapport à la vie institutionnelle. Mais le public n'était pas resté. alors, je voudrais enchaîner là-dessus, justement, sur les questions de contenu, les questions de projet. Les métropoles, effectivement, ont été imposées par l'État. Donc voilà, c'est une décision qui vient d'en haut. Même s'il y a eu quelques incitations financières qui ont quand même aidé à la constitution des intercommunalités. Alors, après, par contre, l'État, lui, n'a pas imposé le contenu du projet. Et donc, comment sur Nantes agglomération, sur Nantes métropole, comment le projet a été construit, avec qui, quels sont les éléments qui ont été mis en avant au moment de la création pour essayer d'emporter l'adhésion effectivement des élus récalcitrants et puis aussi de ce qu'on appelle les partenaires du milieu économique, culturel, etc. Comment vous avez fait pour intégrer ces gens-là dans la construction d'un projet partagé, quoi? Je ne sais pas si j'ai bien te répondre. Il y a, comment dire, une partie du corps social qui a toujours été favorable à l'intercommunalité, ce sont les patrons, hein, les entreprises. Les chefs d'entreprise, ils ont toujours été favorables à l'intercommunalité. Parce que le milieu des entreprises, c'est que les frontières administratives ne correspondent pas à la réalité de la vie vécue. Alors, et donc, depuis longtemps, le milieu des entreprises est favorable à l'intercommunalité et à sa progression. À Nantes, mais est-ce qu'il y a eu un projet métropolitain ? Non, ben, je ne crois pas. Quand on a parlé du projet 2005, moi je suis arrivé donc à Nantes en... Attendez que je ne dise pas de bêtises. Non, en 95. Ouais, après les élections de 96. Et moi, tout de suite, de mon expérience nazérienne, dans laquelle toute la vie locale s'était fondée sur, justement, l'énoncé d'un projet d'ensemble, le projet global de développement de Saint-Nazaire, hein, qui concernait la ville, une agglomération informelle d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y en avait pas vraiment, ouais, il n'y avait pas de frontières. Donc, et j'arrivais avec cette culture de faire de la transformation de la vie urbaine par un projet d'ensemble, par un projet transversal, horizontal, j'y reviendrai peut-être, enfin bref. Et donc, quand je suis arrivé à Nantes et que j'ai regardé quel était l'état des choses, des réflexions, eh bien, il n'y avait pas l'équivalent d'un projet. On parlait... Nantes a toujours été réticente pour des raisons politiques, à la planification. Donc il n'y avait pas de schéma directeur. Et le maire de Nantes précédent, avant, comment s'appelait-il, le maire qui a duré longtemps,
Non, avant. Maurice. Maurice était... Oui, je vais loin, hein. Je remonte loin. Il était très opposé à l'intercommunalité parce qu'il voulait fusionner Nantes. Il l'avait fait avec Chantenay et il voulait le faire avec Saint-Herblain, avec Rezé. Il voulait la fusion des communes. Mais du coup, il ne voulait pas du tout Donc, Nantes n'avait pas de culture du projet ni de la planification. Bon. Et donc, moi, je propose à Jean-Marc Ayrault de dire, mais pour transformer le district et pour lui donner un sens, encore faut-il l'appuyer sur un projet. On va commencer par faire le projet et ensuite, on pourra proposer la modification de la structure. Il m'a tout de suite donné un accord, mais on n'avait pas très longtemps, hein, parce qu'il fallait se dépêcher, les échéances électorales et politiques allaient s'approcher. Donc, on a pris un horizon qui est assez court, hein, qui était de 2005. Et là, nous avons travaillé sur des sujets. Philippe était à l'époque en charge de l'économie, patron de Nantes Atlantique Développement. Donc, nous avons travaillé sur toutes les questions, mais enfin, donc sur un assez court terme quand même. Hein. Et notamment sur les questions, une approche déjà métropolitaine. Elle n'était pas faramineuse, mais elle existait. Sur la question de la Loire, sur la question du projet, enfin de l'estuaire, hein, du rapport avec Saint-Nazaire, et c'est là où on retrouve la question métropolitaine, sur les questions de la Loire à Nantes et de son effacement, donc derrière le projet de l'île de Nantes, qui n'était pas à l'époque en état de bienséance, évidemment aussi sur les problèmes d'équilibre social. Enfin, nous avons travaillé sur une série de fronts sur lesquels on pouvait exprimer un projet, des projets qui faisaient sens. Et donc, c'est là qu'a été constitué le Conseil consultatif d'agglomération, présidé par Jean-Joseph Régent, qui a donné un avis favorable, mais tiède. Hein, je me souviens de cette expression. Oui, mais il trouvait ça un peu tiédasse. Quand tu dis tiède, je pense que le Conseil consultatif d'agglomération disait ça va pas assez loin et assez fort et assez vite. Donc il souhaitait que ça aille plus vite et plus fort. Je vais en profiter puisque j'ai le micro. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose qui était inscrit dans le projet de 2005, c'était cette idée de ville polycentrique. Avec l'idée qu'il ne fallait pas qu'on soit dans une ville concentrée, concentrique, voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à cette question qui est d'ailleurs été posée par Michel Gélard, qui est cette résistance qu'il a évoquée, y compris au niveau de certains habitants, parce qu'il y a une perception d'une institution un peu opaque. Un peu, c'est le même avis que sur l'Europe, quoi. Enfin, il y a un peu cette idée-là. Et pourtant, il y a eu quelque chose d'original d'emblée dans l'organisation de la métropole, qui n'était pas métropole encore, mais communauté urbaine. C'était cette idée des pôles de proximité. Et en tout cas, pour nous, c'est apparu dans notre rapport sur la citoyenneté. Il nous semble que les pôles de proximité peuvent jouer un rôle sans doute plus important que celui qu'ils ont joué jusqu'à maintenant, qui était plutôt technique, une déconcentration technique, et que peut-être c'est dans une forme de proximité nouvelle, articulée sur les pôles, qu'on peut peut-être justement répondre à ces inquiétudes. Hein. Et donc du coup, je voulais à la fois te demander est-ce que ces idées, cette organisation qui a été inventée sur Nantes, est-ce qu'on la retrouve à Lille? Est-ce qu'on la retrouve à Marseille? C'est-à-dire, est-ce que cette déconcentration est quelque chose qui est inscrite dans ces métropoles? Alors, l'idée des pôles de proximité, elle vient de l'analyse que j'avais faite de la situation des agglomérations. Avant, dans ce processus de préparation de la communauté urbaine, je suis allé à Lille, à Lyon, à Bordeaux. Je suis allé rencontrer les directeurs de ces communautés urbaines
pour savoir comment ça marchait. Et en fait, tout le monde était devant la même difficulté. C'est-à-dire que tout était à la fois centralisé, et donc extrêmement lourd, et en même temps spécialisé. Donc bien sûr que ce soit pour l'eau, pour les transports collectifs, l'assainissement, enfin n'importe quelle des fonctions, on ne pouvait pas se travailler uniquement pour les ordures ménagères, pour les grands services urbains. Il fallait tenir compte de territoire. Mais dans ces communautés urbaines, vous aviez autant de territorialisation que vous aviez de compétences verticales. Chacune avait son territoire. Les territoires de l'assainissement, les territoires les bassins versants, les lignes de transport. Enfin, vous pouvez imaginer que la façon dont on peut découper différemment en fonction des sujets. Et donc je trouvais que c'était... Et ça aboutissait à une opacité de la perception de ces structures qui, bien que communautés urbaines, étaient totalement disjointes là, d'une quelconque citoyenneté. Et donc j'avais tout de suite, avant même que la communauté urbaine soit proposée, j'avais proposé à Jean-Marc Ayrault, aux élus, mais enfin à Jean-Marc Ayrault en l'occurrence, de créer des pôles de proximité. C'est-à-dire des lieux dans lesquels... Enfin, ce qui me semblait très important, c'est que chaque fois, je ne sais pas si j'y reviendrai plusieurs fois dans le débat, c'est la question de la globalité, de la transversalité. On ne peut pas réfléchir sur un territoire si on n'a pas cette perception du sens global qui est le sien et de l'unité qu'il représente. Et donc, ça me paraît très important. Et en même temps, ça, c'est ce qui justifie le fait qu'il faille des grands territoires. Parce que les questions de l'heure, que ce soit sur le plan résidentiel, sur le plan économique, sur le plan des grands réseaux, rien ne se passe à l'échelle des communes. C'est pas là que les choses se jouent. Hein. Bon. Donc il faut agir à la grande échelle et en même temps il faut répondre aux besoins que les gens puissent se retrouver, comprendre, voire contester. Et les pôles de proximité, ils avaient cette vocation-là. Alors c'était des regroupements techniques, de services. Hein. Mais c'était sur un territoire, on avait défini théoriquement, à peu près, il y en avait 11, oui. C'était à peu près 50 000 habitants. Après, ils ont connu des évolutions différenciées. Je ne sais pas si ça a été maintenu. On faisait même des pôles qui étaient communs, mixtes, entre la ville et la périphérie, en considérant que les frontières administratives n'étaient pas forcément les bonnes pour qualifier des problèmes comme étant similaires. Voilà. Donc c'est ce que j'ai proposé, c'est ce qui a été accepté et donc mis en place. Et ce qui a beaucoup facilité aussi la façon dont les services des communes ont pu intégrer cette grande intercommunalité, parce que ils pouvaient se retrouver dans une territorialité, dans une géographie qui était déjà en partie la leur. Voilà. Donc ces pôles de proximité, ils n'étaient que des pôles de service. Et puis ils ont vécu leur vie, ils ont évolué, ils se sont transformés, mais il y avait toujours le fait que dans un pôle de proximité, on faisait du développement économique, on faisait de l'aménagement urbain, on faisait des services collectifs. Toutes les fonctions étaient présentes au sein d'un pôle. Parce que la proximité, elle n'est pas que sur les grandes questions. Elle est aussi sur... donc la transversalité doit accompagner tous les sujets. Bon. Donc on a fait ça, et puis après, ils ont évolué les pôles à Nantes. Hein. C'est plus les mêmes, il n'y a plus la même... Il en reste 7, et puis les élus s'en sont emparés. À partir du moment où ils ont vu que cette organisation pouvait permettre d'avoir une proximité avec les citoyens, c'est leur rôle hein, que de représenter cette articulation. Et donc ils s'en sont saisis, et sans qu'ils deviennent une institution, ils ont un conseil politique, enfin ils ont quelque chose qui fait que les élus du pôle donnent un avis, même si ce n'est pas eux qui tranchent, puisque ce sont toujours des décisions de la métropole, de la communauté urbaine à l'époque, mais ces pôles de proximité ont un avis. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, et je m'en suis servi à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'il fallait Marseille, Aix-Marseille-Provence, le nom de la métropole, c'est 1 800 000 habitants. Et puis, il y avait des intercommunalités fortes en leur sein.
évidemment, il y a le bipôle Aix-Marseille, enfin le bipôle. Comment on dit quand il n'est pas... Non. Oui. Enfin, extrapôle, extrasystole, enfin bref. Il y a une très forte opposition historique entre Aix et Marseille. Et donc, il y avait, je ne sais plus combien d'ailleurs, là aussi, 7, 9, je ne sais plus, intercommunalités, voilà, qui découpaient ce territoire métropolitain, avec une histoire longue. Et donc le mandat qui m'était confié, c'est comment trouver une organisation qui tienne compte de cette histoire, mais qui ne mette pas en cause l'unité de la métropole. Voilà. Et donc le mot-clé de ça, c'est subsidiarité et déconcentration. C'est-à-dire trouver une forme d'organisation qui ne met pas en cause l'unité de la métropole, parce que si l'unité de la métropole, dans le fait qu'il n'y a qu'une personne morale, il n'y a qu'une institution, les décisions se prennent à l'échelle, le budget, la fiscalité, les grands équipements se prennent à ce niveau-là. Mais par contre, tout ce qui peut se déléguer, tout ce qui relève de la vie quotidienne, ou de projets qui ne sont pas des projets structurants de première importance, doit pouvoir se faire à une échelle beaucoup plus proche des citoyens. Mais beaucoup plus proche des citoyens, sans mettre en cause l'unité du tout. Et c'est là que je me suis trouvé dans une opposition complète avec les maires, parce qu'eux voulaient retrouver les intercommunalités dans lesquelles ils avaient chacun défendu leur beefsteak, leur bout de gras. Bon. Et ce qui faisait qu'on avait des intercommunalités périphériques riches, parce que tout le développement économique à Marseille s'est fait sur la périphérie, pendant que la ville centre, la ville coloniale, elle, s'appauvrissait, perdait le port, perdait de l'activité, l'industrie du savon et des pâtes, bon, c'est pas ça qui a fait le devenir, qui fera le devenir de Marseille. Donc tout ça était en train de se décomposer, en même temps qu'autour de l'étang de Berre, notamment, se créaient des nouvelles activités industrielles et tertiaires, parce qu'il y avait aussi le pôle d'Aix, dans lequel l'activité tertiaire se développait fortement. Donc on avait une ville-centre qui s'appauvrissait, une périphérie qui s'enrichissait, et évidemment, chacun voulait garder, enfin, sauf la ville-centre, voulait garder sa richesse. C'est pareil à Paris. Hein. Aujourd'hui, la position de la ville de Paris sur la métropole parisienne, elle est d'abord une position défensive par rapport au maintien de sa richesse. Ce n'est pas la situation de Marseille, c'est la situation inverse. Là, on a une... Enfin bon, là, je dévie, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On pourrait peut-être déjà donner la parole à celles et ceux d'entre vous qui voudraient la prendre et qui auraient déjà des questions à poser à Laurent Théry. Ensuite, on pourra passer à un deuxième aspect de la question métropolitaine. Quel est le bon périmètre métropolitain dans le monde d'aujourd'hui, quoi, hein, est-ce que la métropole dans sa configuration actuelle doit ou non travailler avec les intercommunalités voisines et jusqu'où, etc., quoi. Donc sur cette première partie, l'organisation métropolitaine, la genèse des choses, est-ce qu'il y a des interventions, est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision? Bon, il n'y a pas de questions rentrées. Si, oui, je vous en prie. Une question vaste et peut-être... Ah, micro. Comme on enregistre, si vous ne parlez pas dans le micro, ça n'a plus d'intérêt. C'est une façon d'élargir le sujet, mais ça me paraît une question actuellement très débattue. C'est le rapport métropole-département, c'est-à-dire agglomération urbaine et zones périphériques et rurales. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous ressentez ça? Voilà, vous allez carrément sur le devenir, là. Eh bien, je pense que c'est une vraie question. Hein?
Non, mais je vais vous dire, je crois d'abord il faut faire attention à ne pas créer des modèles. Donc il n'y a pas une solution. Et en France, malheureusement, du fait de la centralisation, du fait d'une modalité de culture d'État qui a quand même prévalu dans la culture de tous les acteurs publics, il y a guère de différenciation dans les organisations. Nous sommes tous sur le même moule. Or là, je pense que sur les territoires, eh bien, à partir du moment où on prend conscience que les territoires ont des configurations, des histoires, des devenirs qui sont très singuliers, eh bien, il faut que les organisations puissent s'adapter à cette diversité il y a des pays beaucoup plus... Je ne vais pas faire une leçon de géographie, mais d'autres le feraient mieux que moi ici, mais il y a des organisations beaucoup plus différenciées en Europe et dans le monde que le modèle français. Donc je ne pense pas qu'on puisse donner une réponse globale. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce que j'ai fait, à Marseille, la situation, on se l'est posée d'emblée. Est-ce que le département des Bouches-du-Rhône avait encore un sens pour la métropole de Marseille? Objectivement, non. Voilà. Et tout de suite, la question a été posée. Hein, donc nous avons posé la question. Quand je dis nous, c'est l'équipe que je dirigeais et les conseils qui étaient avec nous, qui étaient essentiellement ceux d'Acadie, le bureau d'études qui intervient aussi pas mal à Nantes. Hein. Béard, Vanier, ça ont été mes soutiens, mes conseils permanents. Et donc, nous avons posé la question au gouvernement. Hein. Pourquoi ne pas élargir la question au département? Parce que c'est la métropole de Marseille, c'est 1,8 million, de Bouches-du-Rhône, c'est 2 millions. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait du sens? Mais c'est vrai en termes de population, mais en termes de territoire, non. Parce que les 2 tiers du département sont dans la partie où il n'y a que 200 000 habitants, c'est la Camargue. Donc, enfin, pour l'essentiel. Bon. Donc, il y avait simplement des raisons politiques fortes, hein, parce que, voilà, il y a le Conseil général des Bouches-du-Rhône, avec M. Guérini, eh ben, il n'était pas d'accord. Et il nous l'a fait savoir. Mais aussi, il n'y avait pas que lui d'ailleurs, hein, parce que le président de région d'époque, Vauzel, merci. Vauzel, lui, il était député d'Arles, et il n'avait pas envie de se faire noyer non plus. Il était président de région et député d'Arles, donc vous voyez, c'était pas une question d'étiquette politique, mais il y avait des territoires comme ça qui n'étaient pas disponibles, ouverts. Donc la question s'est limitée à la fusion des intercommunalités dont je vous parlais tout à l'heure, mais la question est ouverte. Et d'ores et déjà, elle l'est à Marseille. Hein. Et la question va se poser pour 2021. Hein. Est-ce que, à quelle échelle? Et probablement, je pense, c'est une évaluation, que la présidente actuelle du conseil départemental, Martine Vassal, est très favorable. Alors évidemment, politiquement, elle ne l'exprime pas toujours ainsi, mais bon, globalement, je sais qu'elle est favorable à cette unification métropole et département. Et là, on trouve à la fois, du coup, une structure extrêmement puissante, hein, parce que ça a quand même un rapport avec ça, les métropoles. Hein. La puissance économique et financière que ça représente. Et le fait donc de pouvoir porter des projets de territoire qui soient des projets d'une grande ampleur, de toute nature et d'une grande ampleur. Bon. Mais il y aura encore des résistances. Il y a déjà Lyon qui a fait une avancée, mais une avancée relative, hein, à la lyonnaise. Hein, parce qu'ils ont fusionné la métropole et le département du Rhône, mais en créant un autre département pour la partie résiduelle. Hein. Et ça, c'était une négociation politique, hein, pour permettre à Mercier, le président du Conseil général du Rhône,
de garder un territoire sans risque, hein, et en même temps, Mercier rendait à la métropole de Lyon une série d'opérations, de déficits, de problèmes dont il n'avait pas envie de se charger. Donc il y a eu beaucoup de tractations, mais enfin quand même, ce département aujourd'hui, c'est quand même le niveau le plus intégré de métropolisation en France. Et donc est-ce qu'il connaîtra une évolution encore? Je ne sais pas. Donc la question, je pense que la question est pertinente, que le territoire de Nantes-Saint-Nazaire et l'aire de métropolisation ont quelque chose à voir, c'est évident. Ça ne résume pas la question et ça n'isole pas la question, mais il y a un rapport très fort à voir. Et d'ailleurs, j'ai quand même pas cherché son nom, l'ancien président du Conseil général, Patrick Maréchal était, je m'en souviens bien, dans les débats qu'on avait à l'époque sur la métropolisation, il défendait beaucoup l'idée que le Conseil général aurait dû être le porteur de cette question, et que on lui contestait ce rôle. Et je pense qu'il en avait... Bon, voilà, donc en tout cas la question a déjà été posée de cette façon-là, et elle se reposera forcément. Oui, André Arbroto, conseiller de développement. Ma question perd un peu de son intérêt parce que Jean-Yves Fayet parlait d'aborder les questions de périmètre et la question d'André Hubert-Ménard et la réponse qui vient de lui être apportée sur ce sujet. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui est actuellement évoqué, même par la presse, et qui aurait été officiellement posé comme question dans les autorités locales, maire de Nantes et puis président de la communauté urbaine, ainsi que président du département, de voir que Nantes et la Loire-Atlantique fassent partie d'un des 6 ou 7, 5 ou 6 départements français qui sont appelés à réfléchir à une fusion entre la métropole du lieu, dont celle de Nantes, et le département, en l'occurrence la Loire-Atlantique. Donc j'ai vu ressentir qu'il y avait des échos un peu différents des élus qui avaient été sollicités, même s'ils n'en parlent pas encore pour le moment. Et je pense que ce n'était pas pour demain. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça répondra au moins à l'un de mes dadas, qui est d'arriver enfin à ce que le grand SCOT qui existe en Loire-Atlantique, qui correspond au pôle métropolitain de Saint-Nazaire, j'ai rien contre, mais il ignore totalement le Sud-Loire et les parties du département qui sont au sud de la Loire. Donc rien que cette question d'aménagement du territoire vis-à-vis de la cohérence territoriale, ça irait dans le sens d'une unification des questions de cohérence territoriale. Je voulais vous demander donc si vous pensiez que le cas de Nantes et de Loire-Atlantique, vous en avez déjà un peu parlé, serait opportun pour arriver à cette situation. Oui, André, oui. Je pense que la question doit être posée, mais je ne donne pas la réponse. En tout cas, il est évident pour moi que le département est une des composantes du fait métropolitain. Voilà. Et que donc, on ne peut pas faire sans, il faut faire avec. Est-ce que c'est pour une institution d'emblée qui est unique et qui est le même? Parce qu'on peut aussi penser la métropole comme étant plus large que le département de Loire-Atlantique. Il n'y a pas de configuration objective qui permet de dire le territoire métropolitain, il doit être celui-là. Parce que dans ce monde de réseaux, de connexions, eh bien, les connexions sont de toute nature et elles ne peuvent jamais s'enfermer dans un territoire unique. Bon. Et là, Martin Vanier, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il explique très bien cette situation et son concept sur l'interterritorialité, mais qui est assez difficile à mettre en forme. Parce que quand on est dans l'interterritorialité, on a du mal à trouver des institutions. Mais enfin bon. Donc oui, le département, bien sûr que ça représenterait entre des compétences du coup qui s'élargiraient dans le domaine social de façon beaucoup plus pertinente qu'aujourd'hui, sur le domaine routier. Enfin, il y a toute une série de questions dans lesquelles l'unité de traitement aurait une très grande pertinence. Voilà. Donc maintenant, moi je crois toujours que ces formes institutionnelles, elles ne valent aussi que si elles portent un projet.
Et pour le moment, la question qui n'est pas encore vraiment posée, c'est de penser à un projet de développement métropolitain, départemental, si on veut, qui soit l'horizon voulu pour d'avoir une vision de ce territoire à moyen terme. Et je ne parle pas de planification, parce que je parle de projet, je ne parle pas de règles. Donc je ne suis pas en train... Le SCOT, c'est bien. Le SCOT, d'ailleurs à l'époque, au sein de la Samoa, quand j'ai proposé à Jean-Marc Ayrault de quitter la communauté urbaine pour construire la Samoa, lui dit le contraire, hein, qu'il m'a proposé de quitter... Mais on est d'accord sur le moment où on l'a fait, où on en a débattu. Hein. Pourquoi je suis parti là-dedans, moi? Oui, voilà. Donc, c'était avec l'idée, et donc c'est pour ça que comme au sein de la Samoa, Société d'aménagement de la métropole ouest Atlantique, hein, les mots ont un sens. Hein. C'est ce qu'on avait proposé. Bon. Et donc, nous étions chargés, ce qui était un peu étrange, puisqu'on était à l'époque une SEM, maintenant, enfin c'est un peu pareil, c'est une société publique locale, mais il n'empêche que nous avions la vocation, la fonction de réfléchir justement à l'échelle métropolitaine et sur la planification. C'est là qu'on a relancé, construit les conférences métropolitaines, et c'est de là qu'est né le SCOT et ce périmètre de SCOT. Ensuite, on nous a expliqué, ce qui est vrai en France, c'est là où les duretés organisationnelles sont terribles, eh bien, une SEM, c'est bien, mais ça n'a pas le droit de faire de la planification. Donc, exit la SEM et on a créé le pôle métropolitain. J'ai d'excellentes relations avec le pôle métropolitain et je pense qu'ils font un excellent boulot, mais je pense qu'il est dommage que ce soit une dureté institutionnelle qui ait empêché un mouvement qui était assez bien engagé, parce que enfin, il y avait aussi toute la logique d'écocité, enfin tout ça était lié, et donc ça permettait d'intégrer projet et planification. Bon, je passe, et donc je suis perdu dans mes questions-réponses. Ouais, ouais. Bonsoir Monsieur Théry, Yves Lenné. Ma question est un petit peu plus vaste et a trait au modèle d'organisation des métropoles. Il y a des pays, il faut sortir de la France, où la culture est plus fédérale, dira-t-on. Allemagne, Suisse, etc. Et là aussi, il y a des métropoles. Est-ce que je ne sais pas du tout personnellement comment elles s'organisent, ces métropoles. Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez réfléchi à ces modèles, si vous les avez regardés et pourquoi on serait différent? Là, j'ai l'impression que la réponse est dans votre question. La réponse est différente parce que les questions sont différentes. Parce que les situations sont différentes. Parce que si vous regardez l'Allemagne, hein, et donc avec des régions hein, qui sont des grandes puissances territoriales, les Länder, mais vous avez aussi des villes hanséatiques, hein, des grandes villes Hambourg, comme Hambourg par exemple, qui représentent des périmètres de métropolisation qui sont ou Brême, hein, Brême et Bremerhaven, vous voyez, donc qui constituent ces entités métropolitaines dans un dispositif qui est beaucoup plus fondé sur État, région et grandes villes que ce qu'il est ailleurs. En Angleterre, vous avez le Grand Londres. Le Grand Londres, c'est une structure... Enfin, c'est toujours très compliqué de changer de pays. Parce que le Grand Londres, c'est une organisation qui, a priori, n'est pas lourde. Mais d'un voyage que j'avais fait à Londres, quand j'étais à Nantes d'ailleurs, et en rencontrant pour discuter de projets urbains, en rencontrant des promoteurs et des aménageurs privés, parce que
ils n'ont pas la même culture d'aménagement public. Et bien, je m'étais rendu compte, explicitement, que ces promoteurs qui faisaient des opérations très importantes à Londres, en fait, ils ne bougeaient pas le petit doigt sans avoir l'accord du Grand Londres. Alors, vous voyez, donc, comment ça, c'est toute une histoire séculaire. Donc, je ne crois pas qu'on puisse fonder notre organisation métropolitaine sur une comparaison. Il faut faire des comparaisons, il faut aller voir, il faut rencontrer, mais je ne crois pas qu'il y ait un modèle qu'on ait, nous, à importer ou à exporter. Oui, Alain Grand-Guillot. Depuis tout à l'heure, vous faites un rapprochement entre le fait métropolitain et le projet. Et vous citez pas peut-être l'expérience ratée des pays avec la loi Voynet, puisqu'à l'époque, le pays était constitué par un système de subsidiarité. Donc il fallait réfléchir à quel était le territoire de base. Et il y avait même dans l'idée de Voynet, de la loi Voynet, l'idée qu'un pays pouvait avoir un rôle de métropole. Non. Parce que pourquoi on n'inverserait pas la problématique au lieu de réfléchir métropole, limite du département, on partirait pas d'une démarche de subsidiarité. Un coup ça devient un pays, un coup ça devient une métropole. Puisque là, on arrive à avoir des périmètres qui s'adaptent à la réalité peut-être actuelle et des connexions à la fois développement économique, identité du territoire, culture, patrimoine. Et moi, je ne sais pas si je comprends bien votre intervention. Là où... Dans la réorganisation du territoire, oui, il y avait la notion de pays. Après, oui, il y a eu un peu l'opposition de Chevènement qui a voulu garantir le département. Et en fin de compte, est-ce que ce n'est pas la réflexion sur la métropole qui a été du coup presque gommée et on ne sait plus comment adapter le rôle de la métropole par rapport à l'évolution moderne des territoires? En France, je pense que là où les pays ont trouvé une forme de développement, c'est en Bretagne. Oui, mais là où ils ont trouvé un développement le plus pérennisable, constitué, c'est en Bretagne. Et j'ai l'impression qu'ils ont trouvé, enfin, si je prends Brest, hein, le pays brestois existait, hein, avait une configuration. Et je crois il me semble hein, qu'ils se retrouvent assez bien dans l'organisation métropolitaine actuelle. Hein. Oui, les métropoles et pays de Brest. Pardon? Qui? Nous? Ah mais oui, vous êtes en Bretagne. Moi, je suis ligérien. Je suis amphibie. Oui, moi je voulais revenir un petit peu à la première question qui avait été posée par Michel sur les résistances à la métropolisation. Parce que vous avez dit que la métropolisation c'était un phénomène, oui, un fait, un phénomène mondial, voire mondialisé, parce que c'est un peu la résultante aussi d'une économie mondialisée. Et ça pose effectivement la question du projet, c'est-à-dire est-ce qu'une métropole s'est fait aujourd'hui pour accumuler la richesse économique qui fait que ça permet d'avoir des rentrées fiscales et donc de pouvoir investir dans des équipements, dans des services, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a une certaine crainte d'une partie de la population. On le voit même à Nantes, hein, dans certains projets urbains qui sont de plus en plus contestés. Enfin, il y a des foyers comme ça qui se développent de contestation d'un certain nombre de choses. Sans même faire référence à ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, mais il y a des micros Notre-Dame-des-Landes qui sont en train de se créer à Nantes. Je pense par exemple au quartier d'Oulongoa, où je pense qu'on va avoir quelques surprises. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas... aujourd'hui, c'est quoi le projet ça peut être quoi le projet d'une métropole en dehors de cette accumulation de richesses j'amène la question sur le terrain des valeurs, quoi. Voilà. L'accumulation de richesses, quand je vous l'entends le dire, c'est pas positif. Hein. C'est une sorte d'enrichissement
particuliers au détriment d'autres, n'est-ce pas? Non, non, bon. Parce que oui, bien sûr, que les métropoles sont un facteur de concentration. Pourquoi? Mais encore une fois, c'est un fait. Hein. C'est pas une. Il faut construire un projet, mais la métropolisation, elle est là. C'est-à-dire que quand on regarde ce que sont aujourd'hui l'analyse d'un territoire, des territoires, on se rend compte que toute cette organisation en réseau, hein, parce que ce mot-là est un mot essentiel pour comprendre ce que sont les territoires d'aujourd'hui, il y a des réseaux de toute nature, mais tout est réseauté. Donc vous ne pouvez plus être dans un dispositif dans lequel vous isolez une question par rapport aux autres. Donc vous êtes toujours dans un jeu de réseau. Et donc la métropole, c'est ce qui permet de mettre en relation les réseaux les uns avec les autres. Et encore une fois, sans que jamais on puisse définir un territoire métropolitain avec une limite. Après, il faut une institution ou pas. Il faut une institution et à ce moment-là, elle se donne des limites qui représentent plus ou moins le territoire métropolitain. Donc on voit bien par exemple qu'à Lyon, c'est pas le cas puisque l'aéroport n'est pas dans la métropole. C'est quand même un petit problème par exemple. Mais enfin, c'est en tout cas le choix qui a été fait par les élus et donc il faut le prendre et le respecter comme ça. Mais est-ce que, j'avoue que je ne vois pas très bien. Après, qu'il y ait des oppositions, qu'il y ait des contestations, ben, évidemment. Qu'il y ait des résistances, évidemment. Elles sont souhaitables. Qu'est-ce que serait ce monde s'il était fait de situations imposées et sans qu'on ait la capacité de se mobiliser, de vouloir restreindre, conserver des particularités? Il faut que tout ça puisse exister. Mais ça ne s'oppose pas du tout au fait de construire un projet métropolitain. Le projet métropolitain, il doit pouvoir contenir une quantité de projets de toute nature. Moi, j'ai beaucoup cette idée qu'il faut parler d'abord des projets. Aujourd'hui, pour le moment, on a beaucoup parlé des institutions. Mais je pense que l'intérêt, encore une fois, un projet, c'est quelque chose qui met en mouvement. C'est un projet qui peut être un projet qui vient de la collectivité, mais des projets en ville, il y en a des quantités qui sont issus d'associations, qui sont issus d'entrepreneurs, qui sont issus d'organisations professionnelles. Il y en a d'acteurs culturels. Donc, et le projet, c'est cette transformation du territoire par une mise en mouvement d'acteurs qui, sur un sujet donné, dans un temps donné, s'organisent pour faire aboutir un certain nombre d'objectifs. Ben, un projet métropolitain, ben, ça doit être un peu la composition autour de ce grand territoire, d'une unité, de quelque chose qui fait valoir l'unité de ce grand territoire, ce qui n'est pas simple. Hein. Quels sont les facteurs qui font l'unité métropolitaine à Nantes? Ben, il y en a, on les connaît, qui ne sont pas trop difficiles à saisir, mais qui n'ont pas toujours été. Hein. Si je vous prenais la Loire, bon, enfin, il y a eu le grand débat sur la Loire. Donc, je ne vais pas insister là-dessus, mais il y a quelques dizaines d'années, la Loire n'était pas du tout un enjeu métropolitain ou un enjeu citoyen. Hein, c'était un lieu oublié. Oh, bah, oui, enfin, peut-être, mais moi, je n'ai pas vu non plus à l'époque. Enfin, bref, beaucoup de mobilisation. Je pense que la Loire était un fleuve oublié. Voilà. Alors, il y a eu des mobilisations. Bien sûr qu'il y a toujours eu des acteurs qui ont défendu la Loire, heureusement. Mais elle n'était pas de façon centrale dans le jeu des acteurs publics. Et donc, ben, la densification urbaine, c'est la seule façon qu'on a de préserver le territoire. Sinon, vous l'inondez. Mais oui, mais il faut bien se rendre compte de ça. Moi, je me souviens à Saint-Nazaire d'un débat avec mes camarades, mes copains écolos, hein, qui tous habitaient à la campagne. Hein, voilà.
le rêve. Hein. Et puis, j'ai dit, mais enfin, comment voulez-vous construire le respect, le maintien d'une agriculture vivante, le maintien d'une nature forte et présente, si vous refusez que, si vous ne voulez pas en même temps, que les gens vivent en ville. Vous ne pourrez jamais y arriver. Vous allez étaler l'urbanisation. Vous allez étaler les entreprises. Vous allez consommer le territoire. Et si vous voulez respecter ce territoire, et si vous voulez un équilibre entre les enjeux urbains et les enjeux environnementaux, eh bien, la densité est une condition de ça. Alors, la densité est une condition de ça. Ça ne veut pas dire que il n'y a que ce qui est dense qui est bien. Bien sûr qu'il faut pouvoir vivre dans des villages, qu'il faut pouvoir vivre dans des maisons isolées. Mais il faut pouvoir combiner, dans une complexité très importante, tous ces facteurs. Mais de toute façon, on ira vers une densification. Parce qu'elle est dans l'ordre des choses. Et dans l'ordre des choses, elle est dans l'ordre de la progression démographique et du mouvement de métropolisation. Bonsoir, Sylvain Grisot. Comme vous l'avez dit, la métropole, c'est des réseaux. Il n'y a donc pas de bon périmètre, puisqu'à chaque besoin, chaque sujet, il y a un périmètre pertinent. On court aussi en France après l'organisation idéale. Celle du projet du début des années 90 à Nantes ne correspond pas à celle d'aujourd'hui. 24 communes, c'est sans doute petit pour une métropole aujourd'hui à Nantes. On n'a donc pas cette organisation idéale non plus. On n'a pas non plus d'identité commune. Certains sont bretons, d'autres ligériens. Tout ça s'empile pour dire finalement qu'il n'y a pas de métropole, il n'y a pas une métropole. Et ce que je perçois dans votre propos, c'est que cette notion de projet, c'est finalement très loin de ce que pouvait être un projet spatialisé. Hein, ces grandes flèches qu'on aime bien faire sur un fond de carte. Et que finalement, c'est plus peut-être un projet sur... Et comment on pourrait organiser tout ça, c'est-à-dire plus exactement, comment est-ce qu'on pourrait vivre ensemble? Est-ce que là, aujourd'hui, sur l'échelle démocratique, sur le rôle de l'élu, on n'est pas aussi arrivé à une fin de système, hein? Alors, je ne veux pas vous faire le flanc du nouveau monde et de l'ancien, ce n'est pas le sujet, mais dire que la métropole, pour qu'elle existe, il va falloir aussi apprendre à discuter et à développer ces projets collectifs de façon différente, avec sans doute un nouveau rôle pour l'élu. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein, je pense que oui. Alors, je ne veux pas opposer projet et réglementation. Parce que les deux sont nécessaires. Donc la planification, elle est indispensable. La planification qui permet de dire quelles sont des règles. Les règles, c'est l'énoncé des limites. C'est pas ce qu'on peut faire. C'est ce que, au-delà de quoi on peut... Enfin, c'est la limite qu'on doit trouver. Hein, c'est des territoires qu'on ne doit pas urbaniser, etc. C'est la notion même de règle. Mais en France, on a un peu une culture de la règle si importante qu'on a eu tendance, largement, à faire de la règle le projet. Hein. Et quand on vous dit on veut faire un projet de développement urbain, eh ben on fait une ZAC. On confond l'outil et le projet. Hein. Ça, c'est... Et pareil, on veut penser grand territoire, on fait un SCOT. Mais un SCOT, c'est l'énoncé de la règle. C'est l'énoncé des limites. Ça ne dit pas. Après, on dit... Ah oui, mais alors on va faire le projet, mais on va faire une règle, mais on va commencer par faire le projet de la règle. Non, ça ne marche pas comme ça. Si on veut faire un projet, il faut se mettre en situation de liberté vis-à-vis de la réglementation, sans que ce soit une opposition. Oui, c'est peut-être un rêve, c'est peut-être une utopie, une vision, mais ça doit exister pour construire... justement, des relations humaines, des choses dans lesquelles les gens peuvent se rencontrer, faire société. Pour moi, la ville, c'est rien que ça. C'est une façon de faire société. Parce que si c'est un projet immobilier, si c'est un projet d'infrastructure, si c'est un projet
institutionnel, mais ça, c'est pas passionnant. C'est pas enthousiasmant. Par contre, comment on emmène une société dans sa transformation? Et là, je voudrais vous dire 2 mots de Saint-Nazaire. Parce que quand même, Saint-Nazaire, cette ville qui, après la guerre, était totalement détruite. Ensuite, qui s'est développée avec une mono-industrie, qui a totalement occupé l'espace, et qui faisait qu'on n'avait pas le droit d'aller créer des entreprises à Saint-Nazaire. La Chambre de commerce était là pour protéger les chantiers navals. Et puis, les chantiers navals entrent en crise. Donc cette ville qui a été détruite pendant la guerre, à 90%, reconstruite, ensuite, avec un développement, c'était la capitale mondiale de la construction navale. Et ensuite, cette capitale, elle est en crise frontale. Il y a plus de 20% de chômeurs au début des années 80. Et il n'y a pas d'espoir. Plus personne ne sait où va cette ville. Et le travail qui a été fait sous l'autorité de Joël Batteux, ça a été de reconstruire un projet pour cette ville. Vous voyez, et je ne vais pas vous en parler longtemps, mais l'opération comme le Centre République, vous savez, le centre commercial l'opération qui est au cœur de la ville. Joël, avec son histoire politique, a dit c'est le Centre République. Mais les Nazériens, ils ont dit mais c'est un paquebot ton truc. Un bateau, voilà. Donc ils se sont retrouvés, leur identité, ils l'ont réincarné dans cette opération. Donc vous voyez, eh bien, ce que Joël Batteux a conduit, et j'étais dans son équipe, j'étais le porteur de l'ingénierie correspondante, eh bien, c'était de fabriquer un projet d'ensemble et penser que la ville a un sens et que donc elle peut bâtir son propre développement et qu'à partir d'une identité, on peut construire quelque chose de nouveau pour organiser son développement. Et ben, je pense que depuis quelques décennies, Saint-Nazaire a montré que malgré la crise de la navale, alors après il y a eu des enjeux industriels qui nous dépassaient, et qui fait que s'il n'y avait pas eu la bascule vers les paquebots, bon, probablement on n'en serait pas là, on ne parlerait pas, donc peut-être pas. Enfin, toujours est-il qu'évidemment, il y a eu des phénomènes macro-industriels qui nous ont un peu dépassés, mais la ville a organisé son propre développement et s'est pensée comme tel. Et je pense qu'à Nantes même, Saint-Nazaire a commencé à être acceptée et reconnue parce qu'elle avait pris en charge sa propre évolution et que voilà, et que c'était un partenaire qu'il fallait prendre en considération. Et je pense aujourd'hui toujours que la métropole qu'il faut construire, c'est celle qui se fonde sur le bipôle de Saint-Nazaire et de Nantes. Sans oublier le littoral, sans oublier la ruralité, le reste du département, et plus encore, et beaucoup le littoral. Je pense que cette question de la façade atlantique est une question très importante pour le développement de cette métropole. Pour revenir à la question de monsieur, parce que tu n'as pas tout à fait répondu à la totalité de sa question, si j'ai bien compris, c'est qu'effectivement, par rapport à il y a 20 ans ou 25 ans, par rapport à l'expérience que Laurent vient de relater, ce qui a probablement changé, c'est qu'il y a un acteur, enfin, je pense que c'était ça le sens de votre question, il y a un acteur supplémentaire qui est rentré dans le jeu, qui est l'habitant, ou l'usager, etc. Et un projet qui, il y a 20 ou 30 ans, pouvait se penser entre des élus qui portent une vision et des experts qui portent une technicité, aujourd'hui, il se doit, d'entrée de jeu, d'intégrer la fonction, l'usager, c'est-à-dire l'habitant. Et là, pour le coup, on n'est plus sur un binôme expert-élu, mais on est sur un trio, et ça complique probablement un peu les choses, Et ça redéfinit le rôle de l'élu. Alors, je ne sais pas effectivement comment, Laurent, tu vois le rôle de l'élu, enfin le nouveau rôle de l'élu dans ce schéma-là. Est-ce qu'il est toujours aussi impulseur? Est-ce qu'il est plus ou moins arbitre entre les services, les usagers, etc. Comment il peut se repositionner dans le climat actuel, et dans le contexte actuel? Vous allez me trouver assez traditionnel. Moi, je suis très fier de vivre dans un pays démocratique, une république dirigée par les élus. Élus démocratiquement au suffrage universel.
Et ça, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que et donc je pense que pour les métropoles, il faudrait le suffrage direct. Voilà, ça je suis d'accord, bien sûr. Mais alors, ça ne résout pas la question, hein. Mais quand même, cette base-là, hein, et qui fait que l'autorité politique des élus, elle doit toujours être respectée. Quels que soient les systèmes de reconfiguration qu'il faille trouver pour mieux insérer les citoyens dans la prise de décision. Mais pas au-delà, il y a une limite, il y a une base. Hein. Respecter ce dispositif des élections au suffrage universel direct, qui est quand même un acquis fondamental de tout ce qu'on peut faire. Et moi, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours voulu le faire, en respectant strictement cette question de l'autorité des élus, ça me paraît essentiel. Il n'empêche que, par exemple, sur l'île de Nantes, pendant 7 ans, j'ai dirigé le projet de l'île de Nantes. Nous avons essayé aussi de mobiliser, non pas les citoyens comme citoyens, mais des citoyens comme acteurs. Comme acteurs. Une ville, c'est une... comment dire ? C'est un terreau permanent d'initiatives. D'initiatives de tous ordres, par des associations, par des individus, par des chefs d'entreprise, par des acteurs culturels. Il y a comme ça, sans cesse, et ce qui m'a semblé très important sur l'île de Nantes, et ailleurs aussi, c'est de se saisir des initiatives des citoyens et de permettre, dans un cadre qui respecte les conditions générales du projet et de ses décisions, mais qui permet d'intégrer ces actions dans le projet. Et donc un projet, ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est pour ça, un projet, ça n'est pas une opération. Un projet, c'est un mouvement. Et donc à un moment, il faut pouvoir donner la capacité à tel ou tel, une institution, un individu, un groupe. Les machines de Lille, elles sont nées comment ? Elles sont nées comme ça. Hein, parce qu'il y avait 2 individus issus de Royal Deluxe, voilà, qui fabriquaient des machines de Royal Deluxe et qui avaient envie de faire autre chose. Bon, ils avaient imaginé d'installer des machines sur la plaine de Jeux à l'est de l'île de Nantes. Oui, sur le Crapa. Sur le Crapa, pardon, merci. Oui, c'était ça leur projet initial. Non, au début, enfin bref, donc ils avaient ce projet-là. Et donc ils se sont tournés vers nous, l'équipe de l'île de Nantes, pour essayer de faire en sorte que leur projet puisse aboutir. Nous avons beaucoup discuté avec eux. Eux-mêmes avaient des relations directes avec les élus, hein, qu'ils voyaient, donc il y avait un jeu à plusieurs. Mais ce projet, nous l'avons aussi un peu expertisé sur le plan des développements qu'ils proposaient, de la capacité qu'ils avaient à attirer du public et de participer à un développement touristique. Et leur projet a évolué. Donc le projet, c'était plus l'arbre au héron sur l'extrémité est de l'île, c'est devenu l'éléphant sur le site des chantiers. Et ça, c'est dans le jeu du projet. Mais de quoi est-on parti ? On est parti des initiatives proposées par ces acteurs. Et des initiatives comme ça dans le projet de l'île de Nantes, il y en a beaucoup. La façon dont la Halle 6 d'Alstom a démarré, mais c'était une friche, hein. C'était totalement une friche. Et nous, on s'y est installés, la Samoa, je l'ai installé dans la friche. Et puis, on a accueilli des acteurs, des artistes, des très petites entreprises, mais il n'y avait pas de projet institutionnel. Hein. On n'avait pas construit une procédure. Hein. On leur a donné la possibilité de venir travailler là, de payer un loyer très faible. Voilà. Et puis, la boule a tourné, et c'est devenu la pièce centrale du quartier de la création. Voilà. Oui, depuis le début, on prend la création des métropoles un peu comme une génération spontanée.
comme un fait géographique donné. Alors c'est vrai quand même que depuis la politique des métropoles d'équilibre, il y a des politiques successives qu'on conduit aux formes de métropolisation actuelles. Alors tout à l'heure, on a parlé d'accumulation de la richesse. Franchissons le pas, parlons comme autrefois, l'accumulation géographique du capital. En termes de géographie marxiste, bien que ce soit plus tellement un langage d'aujourd'hui, quoi. Donc les métropoles sont devenues des lieux de concentration du capital, de la population, densification. Vous venez de dire du pouvoir avec les élus. Et effectivement, plus on préside une grande métropole en France, plus on est important. On sait bien que présider une grande métropole, c'est mieux que présider une petite région ou un petit département. Excuse-moi, Yves, la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, je me demandais quand même s'il n'y avait pas d'autres horizons. À savoir, on a parlé autrefois de la métropole Jardin, Orléans-Tours. On parle quelquefois de la métropole rurale des Mauges. On parle de la métropole Bayonne, Biarritz, Anglet. En Allemagne, par exemple, dont on a parlé, les grandes universités ne sont pas forcément dans les métropoles. Je pense à Heidelberg, par exemple. Donc, est-ce qu'en dehors de ce schéma qu'on prend maintenant comme subi, il n'y a pas d'autres formes, d'autres horizons possibles? Mais je ne parle pas de... Enfin, je ne vais pas commenter votre propos sur la concentration du capital et Karl Marx, mais heureusement qu'il n'y a pas que les métropoles. Moi, je ne suis pas venu là pour me faire le chantre de la métropolisation. Encore une fois, je vous dis, la métropolisation, c'est un fait. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les projets qu'on va construire. Alors, maintenant, il se trouve que par les conjonctures successives, j'ai eu à m'occuper des questions de l'ordre de la métropole. Mais c'est pour ça que je vous ai parlé de Saint-Nazaire avant. Saint-Nazaire, c'est une ville moyenne, hein. Et donc, quand on a construit le projet de développement de Saint-Nazaire, on l'a fait à l'échelle d'une ville moyenne. Voilà. Et on lui a donné une réalité. Mais excusez-moi, c'est une métropole, Saint-Nazaire? Non. Je croyais que c'était une métropole bicéphale, Nantes-Saint-Nazaire. Oui, oui. Mais avec une université et une fonction complémentaire de Nantes. Oui, c'est un devenir. C'est un devenir possible. Mais vous savez que les rapports entre Nantes et Saint-Nazaire, ils n'ont pas toujours été faciles. Hein. Ils n'ont pas toujours été amicaux. Hein. Et pas uniquement d'ailleurs au sein des élus. Moi, je me souviens entre les centrales syndicales, hein, il y a eu plus d'opposition enfin, au sein d'un même syndicat, il y avait plus d'opposition qu'entre les deux, que les syndicats des collectivités respectives. Donc c'est une très vieille idée qui a du mal à faire son chemin. Hein. Le rapprochement de Nantes et de Saint-Nazaire. Bon. On verra bien ce que ça devient. Mais il y a des villes moyennes, pas parler que de ça, il y a des villes moyennes qui vivent très bien, qui ont des niches de développement économique ou de développement culturel ou de capital de patrimoine. Bon. Heureusement qu'il n'y a pas que les métropoles. Mais le fait est qu'à l'échelle internationale, je pense que la métropolisation est le phénomène dominant. Mais j'espère bien qu'il ne va pas venir aplanir la géographie de notre planète. À côté des projets et des règles, il y a les directives. Alors, est-ce que la DTA, la Directive territoriale d'aménagement de l'estuaire, peut être considéré comme un projet d'État, ou bien est-ce que ça a été un travail définitivement abandonné? Attendez. Non, bien sûr que ce n'est pas un projet. C'est pas un projet. Mais la directive territoriale d'aménagement, ça fait partie de la planification. Hein, c'est un élément de la planification. Or, la planification, je considère qu'elle est indispensable. Il ne faut pas opposer projet et planification. Sûrement pas. Oui, bien sûr, mais il n'empêche, qu'elle soit une planification d'État ou une planification locale, la planification, par essence, est nécessaire. C'est elle qui institue le corps de règles. Voilà.
Et donc on a besoin du côté d'un corps de règles et de l'autre côté de la mobilité, de l'inventivité, de la souplesse des projets. Et c'est l'articulation entre ces deux éléments-là qui peut faire la force d'une transformation d'un territoire. Mais bien sûr qu'il faut des DTA, il faut des SCOT, il faut des PLU, tout ça c'est nécessaire. Mais ce qui m'ennuie dans notre pays, c'est que cette culture-là est si dominante qu'elle laisse peu de place à la culture des projets. Voilà. Je le dis comme je le pense. On a bien du mal à frayer son chemin dans cet univers de règles et d'outils. Oui, bonsoir. Oui, je crois qu'ici, on est nombreux à savoir qu'on n'a pas de territoire pertinent. Finalement, territoire pertinent, ça existe, ça se fonde à chaque fois sur l'idée, sur le projet qu'on a. Si on parle de transport, si on parle d'habitat, si on parle d'un tas de choses, on sait que le territoire pertinent n'est pas le même. Vous parlez beaucoup de construction. Moi, je ne comprends plus rien à l'aménagement du territoire depuis longtemps parce qu'on a tellement empilé les strates en expliquant, les élus surtout, qu'il y en avait de trop et qu'il fallait en supprimer. Et à chaque fois, ils nous ont rajouté une couche qu'on s'est fait une idée de ça. Quand vous parlez de projet, moi, je cherche autre chose. Je voudrais bien des porteurs de projets. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, d'ailleurs, vous en faites l'expérience, quand vous parlez de projet à Saint-Nazaire, vous parlez plutôt de batteux. Et on peut parler comme ça d'un tas de gens, et on s'aperçoit que si on n'a pas quelqu'un qui est vraiment porteur de quelque chose, eh bien tout ce que vous pourrez inventer ne va pas aller très très loin. En fin de compte, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que personne n'a assez de courage pour aller jusqu'au bout d'une aspiration à laquelle les gens pourraient se joindre. Aujourd'hui, on n'a rien. Je vais vous citer un tout petit exemple, puisque j'avais la chance d'habiter à la campagne il y a très peu de temps, et on a emmerdé le citoyen, ou les citoyens de deux communes, c'est pas compliqué, c'était Château-Thébault et Saint-Fiacre. Et on voulait faire une fusion de communes. Et pendant 2 ans, les élus ont énormément travaillé. Ils ont énormément emmerdé le citoyen à participer à un projet fabuleux. Et rien n'a abouti, simplement parce qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord au départ sur qui allait être le maire. Et ça a capoté, c'est tout. Ça s'est pas fait. Et depuis, ils sont englobés dans encore un autre amalgame d'agglomération. On n'y comprend plus rien, quoi. Et ils avaient qu'à se mettre d'accord d'abord pour savoir qui allait porter ce projet. Et en fin de compte, on a emmerdé tout le monde pour rien. Vous dites qu'il faut des porteurs de projets. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, absolument. Et c'est le rôle des élus, quand même, que de porter les projets. Pas chaque projet, mais de pouvoir assumer le fait qu'au niveau d'un territoire, ils soutiennent des projets et qu'ils leur permettent de se développer de façon cohérente. C'est le rôle. Joël Batteux, il n'a pas construit tous les projets, hein, loin de là. Mais il les a incarnés. Et c'est ça qui est important. À un moment, le rôle du politique, il est dans cette fonction de représentation et de confiance. Parce que quand on est à Saint-Nazaire, ce territoire dans lequel les citoyens n'avaient pas confiance en leur propre devenir, quand il s'est installé une équipe qui a montré qu'elle était crédible, qui a commencé à conduire quelques opérations qui ont réussi et qui ont marqué la transformation de la ville, alors le système a changé. La confiance est revenue. Et quand la confiance est là, eh bien les acteurs de projets, parce qu'il faut des acteurs pour les projets, ils ne viennent pas tout seuls. Il faut des gens, il faut des idées. Et donc quand on est citoyen, association, entrepreneur, et qu'on a confiance dans le territoire, parce qu'il est incarné par un élu fort qui le représente, eh bien ça marche. Donc on a besoin des deux. On a besoin des acteurs de projets et on a besoin de porteurs politiques pour ces projets. Moi, je reviens à Marseille. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de projet à Marseille parce qu'il n'y avait pas une adhésion complète à la métropole. Mais malgré tout, vous avez rencontré plein de gens. Et est-ce que vous avez vu des éléments de projet possibles pour la métropole marseillaise ? Je vous remercie de cette question. Parce que c'est ce à quoi je me suis consacré pendant 4 ans. Hein. Donc nous avons vu qu'on est dans une situation assez contradictoire avec tout ce qu'on vient d'évoquer, puisque les élus, là, étaient totalement opposés à cette idée de métropole, voulaient conserver leur précaré, leur prébande, tout ce que vous voulez, dans un cadre très électoraliste,
Bon, bref, je ne vais pas vous raconter la vie marseillaise, mais ici s'y opposé de façon farouche. Et le soutien, je l'ai trouvé auprès de qui? Je l'ai trouvé auprès des acteurs de la société civile. Je l'ai trouvé auprès des entrepreneurs, je l'ai trouvé auprès des syndicats, je l'ai trouvé auprès des acteurs culturels, je l'ai trouvé auprès des associations. Voilà. Et là, il y avait déjà un mouvement, avant que j'arrive, hein, parce qu'on n'invente pas les choses, hein, qui s'était organisé. Il y avait une ou deux associations, bon, ça serait trop long de les raconter, mais qui avaient déjà l'idée que la métropole, enfin, il y a beaucoup de gens qui voulaient changer le système politique local et qui, voyant les blocages complets qui étaient là, se disaient que la métropole était la façon de faire sauter le couvercle. Donc moi, j'ai embrayé dans ce mouvement. Et donc, j'ai proposé d'organiser ces acteurs pour construire des projets métropolitains, et pour construire un projet métropolitain. Alors en faisant très attention, en le proposant aux élus d'abord, bon, mais ils n'avaient pas envie de répondre. Donc on s'est organisé avec la société civile d'une double façon. Chaque année, on organisait une conférence métropolitaine, idée nantaise. Hein, donc quand même l'expérience de ça, vous voyez, qui a joué un rôle important à Marseille. La première année, on était 800. Bon, c'était pas mal déjà. Hein, ouais. Mais la quatrième année, à la quatrième, on était 2000. Voilà. Et entre-temps, on a fait vivre pendant ces 4 années tout un système de groupes de travail, de commissions de réflexion sur des projets. Alors, je les ai amenés là. Enfin, il y en a 2. On a appelé comme ça Convergence métropolitaine. Parce que ça n'a pas abouti au fait qu'aujourd'hui, il y a plein de projets en train de se développer. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé le monde politique local. Hein. Mais au moins, nous avons, avec les acteurs de la société, nous avons écrit ce que pouvaient être les projets de cette métropole. Voilà. Et ça, nous pensons que c'est une brique qui pourra servir plus tard. Donc pendant 4 ans, on a fait vivre des commissions de travail sur l'agriculture périurbaine, urbaine, sur la culture, sur évidemment les nouveaux réseaux économiques, sur la question de la pauvreté et de la précarité, la question des quartiers en difficulté, vous imaginez ça. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter tous nos groupes de travail, mais ils ont produit des projets, ou des amorces de projets, parce que ne nous trompons pas, hein, c'est complexe et c'est long. Voilà. Et puis comme on pense que le territoire, de toute façon, une métropole, c'est un territoire, et donc il faut un projet territorial, et pour ça, il faut avoir une vision. Il faut porter une vision du territoire à moyen terme. Et alors, nous avons organisé une consultation avec 3 grandes équipes d'architectes, urbanistes, sociologues, économistes et tout le tintouin, si vous voulez, pour leur dire, proposez-nous votre vision du territoire, et ce travail-là est remarquable. Là encore, je ne peux pas vous le raconter, hein, mais l'important, c'est qu'il existe, qu'il a été édité, il est dans les tablettes. Et nous espérons bien qu'entre ces 2 travaux qui sont un peu différents de nature, l'un fondé sur le territoire, l'autre fondé sur des projets de la société civile, eh bien, la métropole demain pourra se construire en s'appuyant partiellement, notamment, sur ces travaux. Oui, je voulais vous dire tout de suite, vous avez parlé, pour l'île de Nantes, vous étiez quelqu'un qui a écouté les acteurs locaux pour faire les projets que nous observons maintenant qui sont en construction, hein, certains, ou qui ont abouti comme le voyage à Nantes, etc. Mais il y a un énorme projet de restructuration des hôpitaux qui vont être concentrés sur l'île de Nantes. Les gens de Saint-Nazaire, les Vendéens, etc., auront du mal à aller vers ces hôpitaux. Tous les acteurs, les transporteurs, les taxis, les ambulances le disent, même les Vendéens qui disent,
bah, donc, c'est plus près. On dit, mais non, ils vont plus vite par le pont sur la Loire. Ils vont plus vite à Gauduchot, etc. Et là, on ne les a pas écoutés. Vous avez écouté les acteurs, c'est-à-dire l'ARS, je ne sais pas quoi, tout ça, mais pas les patients, pas ceux qui amènent les patients. Et quand il y a des urgences, les AVC, etc., eh ben, je me demande si ça ne va pas à l'encontre de l'individu. C'est pas les acteurs, c'est les patients. Et ça, on ne les a pas écoutés. Je peux pas, on ne peut pas entamer un débat sur le projet d'hôpital à Nantes, mais il a eu lieu. Mais quand même, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je voudrais vous dire, c'est que ce projet, dans le projet de l'île de Nantes, a été fortement débattu, a fait l'objet de contestations au sein même de nos équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Et donc, il a provoqué aussi des fractures. Voilà. Moi, pour autant, je crois que il faut savoir si on regarde ce qu'est la situation du CHU à Nantes et le résultat de sa multiplication d'organisation et de sites, eh bien, les problèmes financiers de cet hôpital sont colossaux. Voilà. Et que si on ne reconstruit pas une unité hospitalière efficace, eh bien, on va vers des déficits abyssaux. Et donc, ce projet de nouvel hôpital, c'est d'abord ce projet de retrouver les conditions d'un grand hôpital. Et mon Dieu, un grand équipement au centre d'une grande métropole, moi, ça ne me paraît pas idiot, mais je n'ai pas le temps de développer ça et d'en parler avec vous, puisque ce serait trop difficile. Oui, on va revenir un peu aux territoires locaux. Nantes-Saint-Nazaire, donc tu as dit tout à l'heure que de ton point de vue, la métropole à construire, c'était Nantes-Saint-Nazaire. Tu y as beaucoup travaillé, conférence métropolitaine, il y a eu cette réflexion sur la tentation de la pause, contre laquelle tu t'es opposé. Et puis j'ai l'impression, comme ça, mais c'est un sentiment que je livre, qu'on est un petit peu, dans les mortes eaux, quoi, qu'il ne se passe pas grand-chose. Enfin, est-ce que je me trompe ou est-ce que tu as un avis sur cette question? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer la métropole Nantes-Saint-Nazaire? Mon cher Paul, enfin, évidemment que je ne peux pas répondre à cette question et ce serait absurde de ma part de vouloir dire voilà ce qu'il faut faire. Ouais, oui, bah si, mais voilà. Mais je crois effectivement que cette question de Nantes-Saint-Nazaire reste une question centrale, voire prioritaire, pour développer toute forme d'activité humaine, sociale, culturelle. Et que donc, il faut que l'ensemble des acteurs prennent en compte cet élément, comment faire progresser ces liens métropolitains. Est-ce qu'il s'agit, alors encore on revient sur le débat département ou pas, donc je ne sais pas, mais toujours est-il que ce grand territoire de l'estuaire, c'est lui qui nous ouvre sur la façade atlantique, c'est lui qui s'appuie sur une histoire très, très ancienne de Nantes, c'est lui qui nous met donc, au cœur de la façade atlantique, je me répète je crois, et je pense que là il y a vraiment, c'est là qu'on peut faire une métropole, quoi. C'est ça qu'est la métropole. Donc pour qu'elle ait un sens, il faut qu'elle ait cette articulation. C'est pas simplement une association de territoires. Je veux dire, pour moi, Nantes-Saint-Nazaire, c'est une vocation centrale et qui est pour Nantes et pour Saint-Nazaire, pour Nantes, pour la métropole aujourd'hui, plus importante que l'alliance avec d'autres territoires. Parce qu'il ne s'agit pas simplement... C'est une question d'unité, d'identité. Si on veut construire un projet de développement puissant, il faut qu'il intègre cette dimension. Et donc là, oui, je pense que probablement, oui, je souhaiterais que la réflexion et l'action
pour le développement de cette métropole à l'échelle de Nantes-Saint-Nazaire soit plus actif. Alors, il y a un pôle métropolitain qui fait un excellent boulot, d'ailleurs, parce que je les connais bien. Mais je pense qu'il y a une question stratégique extrêmement essentielle pour notre développement. Voilà, je ne peux pas en développer plus. Je sortirai de mes fonctions. Mais ça, l'intégration de la rive sud, de quoi elle a souffert? Du refus de quelques élus de s'y associer. Hein. Voilà. C'est ni Nantes ni Saint-Nazaire, au contraire. Hein. Ils étaient très demandeurs. Le Pays de Ré, mais toute phase Pays de Ré vit dans un double rapport, je le pratique quotidiennement, avec Saint-Nazaire et Nantes. Mais le Pays de Ré, il ne vit pas dans son isolement. Il est déjà intégré. Quand je vous dis, c'est un fait, la métropolisation. Eh bien, regardez ce qui se passe tous les jours sur les axes de circulation du Pays de Ré. Voilà, ben, c'est des mouvements permanents, continus, de relations avec Nantes ou avec Saint-Nazaire. Ouais, je voudrais vous poser une question très rapide. Ce que vous venez de dire sur le rapprochement Nantes-Saint-Nazaire, si mes souvenirs sont exacts, vous le teniez, enfin, je ne sais plus à quel moment, mais dès que vous êtes arrivé en 1995. Donc, qu'est-ce qui fait que ça bloque et que ça n'avance pas? Sans rentrer dans les détails à venir. Non, pourquoi je vous pose cette question? Elle est liée aussi à ce que vous dites avec Façade Atlantique. En ce moment, depuis 2005 à peu près, il y a l'économie bleue qui est lancée. Et justement, Nantes, même dans les débats qu'on a un peu, ne retient pas la question de l'économie bleue. Enfin, on est plutôt... j'ai le sentiment parce que je participe à pas mal de débats, aussi bien en Pays de la Loire que Bretagne, puisque la façade Namo, enfin la façade Atlantique est regroupée Bretagne-Pays de la Loire. On ne voit pas de propositions très concrètes. Puis alors là, je suis un peu critique dans ce que je fais plus sur Nantes, c'est qu'actuellement, il n'y a pas une réflexion pour maintenir un rôle portuaire de la ville de Nantes au niveau du cabotage ou au niveau du fluvial. Par l'absence de quai. Donc, ce que vous êtes en train de dire, je crois que vous le teniez. D'ailleurs, il y a eu le projet Cargo 92 qui était lié. Les allumés, ce n'était que des ports. Il y a le projet Estuaire. On peut dire que quand même, il y a un problème, je dirais, de mobilisation des acteurs, alors. Il y a un rôle pédagogique des élus qui n'a pas été joué. En tout cas, ce que vous dites là, l'occasion, pardon, puisque vous citez toute une série d'initiatives culturelles, et j'en ai pas assez parlé, parce que ça a été quelque chose de décisif dans le parcours que j'ai fait, dans les rencontres humaines qui ont été les miennes. Et je pense que parmi les projets qui ont fait le plus avancer Nantes et Saint-Nazaire, eh bien, des projets enfin, je veux dire, j'invente rien, hein, mais les arts, enfin, la dimension artistique et culturelle est essentielle. Et aujourd'hui, c'est elle qui représente peut-être le mieux l'évolution et un futur possible pour cette métropole. Enfin, le mieux, peut-être pas, faut pas dire des choses pareilles. Mais si, pardon, c'est sur le plan culturel, ça a beaucoup avancé. La relation entre les... Si, quand même. Non. Oui, mais non. On a avancé et sur ce grand territoire, sur beaucoup de sujets, sur des sujets économiques, sur des sujets institutionnels. Il y a le pôle métropolitain, c'est quand même pas rien. Hein, ils font des choses, ils pilotent des projets. Comment dire, il y a donc ces initiatives culturelles qui ont été prises et qui fabriquent beaucoup le mental. Donc la représentation qu'on a d'un territoire, le rôle de Jean Blaise avec le voyage à Nantes et avant avec Estuaire, hein, a été quand même quelque chose de très décisif pour faire valoir cette relation entre Nantes et Saint-Nazaire et le port. Alors le port, moi je pense qu'il y a toujours eu un problème avec le port, parce que vous savez, le port autonome, hein, c'est toujours le port de Nantes-Saint-Nazaire. Mais si vous allez à Hong Kong, vous n'avez pas une identité unique de ce port. Alors que tous les autres ports ont un nom, un emblème. Et c'est à travers ça
qu'on numérote même leurs relations commerciales. À Nantes et Saint-Nazaire, vous avez toujours la différenciation. Soit vers Nantes, soit vers Saint-Nazaire. Et pourquoi? Et je pense qu'il y a eu un attachement terrible des Nantais sur la question du transfert du port vers Saint-Nazaire, vers l'estuaire. Or, tous les ports se développent à l'aval, pas à l'amont dans les fleuves. Et vous regardez une ville comme Bilbao, eh bien, dont la transformation, une ville en crise, est extrêmement passionnante. Eh bien, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter l'activité portuaire à Nantes, je vais me faire descendre, mais à Bilbao, ils ont construit un nouveau port au débouché maritime, parce que c'est là que ça permettait de faciliter les échanges, ça limitait les temps de déplacement, et c'est ça qui est essentiel. Donc, je pense que le devenir du port, le devenir portuaire de cette métropole, il est sur l'aval. Voilà. Et parce que ça, c'est aussi un fait hein, dans la mondialisation. C'est comme ça. C'est là qu'il faut se mettre, là où les bateaux, où le commerce peut avoir vocation de se développer. Et je crois que ce pari-là n'a pas été assez pris par l'État d'abord, hein, et je pense par les collectivités aussi. Voilà. De fait, bien sûr, enfin, il y a encore, mais non, il y a encore justement. C'est pour ça que, et c'est pour ça qu'il y a cette étrange dénomination que quand on vient le port à bois, c'est une. C'est pas très clair ce que je raconte, mais l'identification du port se fait par les quais, pas par le port de un nom unique de port. Oui, je voudrais revenir sur la réflexion qu'a faite Sylvain Grisot tout à l'heure sur la question du hiatus démocratique que constitue l'absence d'élection au suffrage direct dans les intercommunalités. Jusqu'à maintenant, les élus sont toujours mis d'accord pour en parler, mais pas vraiment pour le faire, en disant on le fera un peu plus tard. Mais la question de l'appropriation du projet, elle est quand même très liée à ça. Parce que c'est quand même très compliqué d'organiser de la participation dans les communes aujourd'hui, là où il se décide de moins en moins de choses, alors que tout se joue à l'échelle de la métropole. Jusqu'où il faut aller dans cette question démocratique métropolitaine, quid des communes, parce que du coup les questions institutionnelles, elles collent quand même un peu aux semelles. Jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui est possible de faire, quel est le rôle des communes dans une organisation métropolitaine élargie? Alors, je vais commencer par la fin. Je pense que les communes elles sont dans nos gènes, hein, et elles font partie de notre histoire, longuement accumulée, et il ne faut certainement pas supprimer les communes. Ça, je ne crois pas qu'elles peuvent fusionner, quand c'est un accord que font des communes ensemble, et qui est avantagé par des dispositions financières, législatives, tant mieux, mais le fait communal, fait partie de nos gènes, je pense qu'il faut le savoir. Mais par contre, le problème, c'est que la commune n'est plus le lieu dans lequel les enjeux, quel que soit le sujet, que ce soit les transports, que ce soit le développement économique, que ce soit les conditions d'habitat, la commune ne peut pas être l'organisation du territoire. Toutes les grandes questions ne peuvent pas se gérer à l'échelle des communes. Et quand on maintient dans les communes un rôle dominant par rapport aux intercommunalités, par rapport aux grands territoires, eh bien évidemment, on empêche. Regardez l'étalement commercial. C'est le pire dans toutes les villes, les grandes ou les moyennes, ou les petites. Tout se passe à la périphérie en France. En Angleterre, par exemple, ils ont interdit les centres commerciaux en périphérie. Vous êtes obligé de les faire en ville. Ça change tout. Nos banlieues, nos entrées de ville sont quand même des catastrophes. Des catastrophes urbaines, des catastrophes d'image. Bon. Et surtout, c'est dommage, quoi. C'est dommage, cette activité commerciale. Nantes, heureusement d'ailleurs, hein, est loin d'être la pire des collectivités en la matière. Il y a une activité commerçante vivante, et j'ai lu qu'elle progressait, donc tant mieux. C'est essentiel. Le commerce, c'est la ville c'est le commerce.
vous sortez le commerce, vous le mettez à la périphérie, certes, eh ben vous faites quoi? Vous faites de la petite monnaie pour les communes périphériques. Et puis tant mieux pour elles. Et puis elles ont raison de le demander. C'était le rapport entre Trignac et Saint-Nazaire. Je vous ai beaucoup parlé de Saint-Nazaire, mais bon, Trignac, eh ben, ils ont trouvé, ils n'avaient plus de forge, mais ils avaient des terrains, ils ont développé un centre commercial à la périphérie, à l'entrée de Saint-Nazaire, et ils ont vidé les caisses des commerçants du centre-ville. Voilà. Donc ça, c'est une catastrophe urbaine, et qui fait que là, vraiment, il faut que le pouvoir change de main. Que les agglomérations puissent maîtriser des questions comme celle-là. Et là, je vous dis le commerce, parce que c'est facile, hein, mais sur la plupart des sujets, que ce soit les questions résidentielles, les questions économiques, et les questions des grands réseaux, alors là, plus encore, hein, voilà, c'est une fiction que de maintenir le pouvoir dans les communes. Et donc, c'est une fiction. Alors, le seul souci, qui est quand même pas rien, c'est que les habitants, eh ben, ils plébiscitent la commune. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que là qu'ils ont un rapport de proximité avec l'élu. Et donc, ils demandent ce rapport. Donc, ce qu'il faudrait, et je ne donne pas de leçon, parce qu'encore faut-il le faire, c'est justement réussir à construire un dispositif dans lequel on soit en rapport avec la réalité économique et sociale, et en même temps dans lequel on continue, ou même on favorise l'expression habitante et le relais vers les systèmes de décision sur des territoires beaucoup plus grands. Voilà. Les pôles de proximité peuvent en être un exemple, en tout cas un petit exemple pour essayer de progresser. Et je poursuis un peu la question. Les habitants plébiscitent la commune justement parce que c'est là qu'ils votent. S'ils votaient à l'échelle de la métropole, peut-être que leur perception pourrait changer. Parce qu'on a reçu ici, il y a quelque temps, un universitaire qui s'appelle Arnaud Leclerc, hein, qui est bien connu à Nantes, et qui avait une définition intéressante, qui dit « Mais le maire n'est qu'une illusion incarnée ». Ça n'est rien d'autre que ça aujourd'hui. Je comprends qu'il puisse le dire. Mais oui, bien sûr, moi je suis infiniment favorable à l'élection au suffrage universel direct des intercos à toute échelle. Hein. Je pense que c'est... Mais il y a des obstacles politiques lourds pour le faire. Toute notre organisation républicaine est fondée au départ sur la commune. Voilà. Et donc on en retrouve trace dans toute... Regardez le Sénat, voilà... Qui aujourd'hui imagine de faire sauter le Sénat? Mais le Sénat, c'est un rapport vital avec les communes, avec cette organisation. Alors, ça veut dire qu'il faut une mutation lourde de l'organisation territoriale et de l'organisation politique pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, je trouve que tout ce que vous avez raconté est très intéressant. Vous avez beaucoup parlé de Saint-Nazaire, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que j'ai vécu pendant de nombreuses années à Saint-Nazaire. Voilà, vous avez pas mal parlé de Nantes, c'était aussi très intéressant. Par contre, je suis quand même un peu frustrée parce que le titre de la réunion, c'est « Construire la métropole et le projet métropolitain de Nantes à Marseille ». À part les frustrations dont vous avez parlé, les projets que vous avez essayé de monter sans donner d'exemples concrets, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé à Marseille, ce que vous avez pu faire à Marseille. Non, mais là, Marseille, c'est clair. Hein. Ce à quoi on a abouti, et ce qui était quand même une satisfaction, c'est un peu contradictoire, c'est qu'on a abouti à une institution métropolitaine qui n'existait pas et qui maintenant est définitive, contre laquelle les élus se sont battus avec détermination. Et donc maintenant, elle est là. Donc aujourd'hui, elle est balbutiante, hein, puisqu'elle est née en 2016. Et elle n'est même pas encore totalement mise en place, puisqu'il y a des phases qui dureront jusqu'en 2020. Donc toute cette organisation métropolitaine, elle est progressive, mais elle est dans le contexte que je n'ai pas voulu cacher, dans lequel les élus n'ayant pas adhéré à ce qui avait été fait, eh bien, les projets qui ont été énoncés ne l'ont pas été facilement et avec l'appui politique qui aurait été nécessaire. Mais il y a quand même des projets sur Aix comme sur Marseille qui voient le jour. Par exemple l'opération The Camp sur l'économie numérique, qui est une plateforme privée portée par des
des opérateurs malheureusement, l'un d'entre eux est mort. Oui, c'est ça. Bon, mais cette opération-là, c'est une opération très innovante qui va voir le jour, hein, qui a obtenu l'appui de la collectivité. Je pense à une autre opération qui est en cours, auquel je me suis beaucoup attaché aussi, qui est la fusion, enfin non pas la fusion, le rassemblement sur l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires, l'IMVT, entre l'école d'archi, l'IAUR, donc l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Aix, et l'école de paysage de Versailles. Ces trois entités, tout en gardant chacune leur existence, créent un lieu commun, se transfèrent leur lieu sur un seul site, pas loin de la gare Saint-Charles. Et ce site, il a vocation pour rayonner à l'échelle de la Méditerranée et surtout de l'Afrique du Nord. Bon. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour permettre à Marseille d'être un peu à la pointe de l'innovation sur ces questions d'aménagement du territoire. Parce que là, vous avez réuni les compétences des urbanistes, des architectes et des paysagistes. Et on a parlé un peu de l'idée de l'agriculture ou du paysage comme étant une question plus essentielle que jamais, je le pense. Et donc les métropoles de demain, ça doit être des métropoles dans lesquelles la question de la nature et du paysage n'est pas une question marginale, n'est pas une question simplement d'habillage, c'est une question essentielle de nature même de développement. Et pouvoir porter ces questions-là dans des territoires en Afrique du Nord ou plus loin, dans lesquels elles ont été totalement absentes, et je pense que c'est un enjeu très important que nous portons. Voilà deux exemples, il y en a beaucoup d'autres. Hein. J'ai trop dit que oui, il y a des projets, bien sûr qu'il y a des projets. Il y a des projets médicaux aussi, des projets de recherche, il y en a quantité. Ok. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question ? Non, bah écoutez, je pense qu'on peut applaudir Laurent Théry. Qui a su nous faire partager sa passion pour le territoire globalement et pour les métropoles particulièrement et nous raconter ses expériences. Ce que je voudrais simplement dire en forme de conclusion, c'est que nous, en tant que Conseil de développement de Nantes Métropole, on va prendre des initiatives pour justement travailler avec les territoires voisins. En gros, sur la dimension de l'aire urbaine, peut-être du département, voire même au-delà du département, parce qu'on a parlé du Choletais. Le Choletais travaille, il y a une connexion assez forte avec Nantes. Donc, on va prendre des initiatives dans ce sens-là. On va essayer de voir s'il y a des sujets sur lesquels on peut travailler. La question, ça a été soulevé par monsieur là tout à l'heure, c'est qui a dit les territoires sont différents selon les sujets. Je l'invite à lire des documents qu'on a produits sur lesquels on dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi inventer des gouvernances thématiques et temporaires ? C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ne nécessitent pas qu'on crée une institution permanente, mais qui, par association d'institutions, permettrait peut-être de résoudre certains, ou de travailler sur certains sujets, sur des territoires qui débordent de la métropole. Voilà. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes nombreux ce soir, revenez, le Conseil de développement va continuer à travailler sur cette question de la métropole qui déborde et qui travaille avec ces territoires voisins. Voilà, on a quelque chose... Oui, pardon ? J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de faire ma pub. Ah. Si vous permettez, le seul ouvrage que j'ai jamais commis, mais dont je n'ai jamais parlé à Nantes, voilà, c'est ce livre, quand j'ai eu le Grand Prix de l'urbanisme en 2010. Voilà, donc tu en dis le titre, La ville est une figure libre, et c'est... des éditions Parenthèses. Parenthèses.